tout le monde, bienvenue au bureau du coach. J'espère que vous allez bien, que ça va bien pour vous. Moi, ça va très bien, donc merci de vous en soucier de me demander comment je vais. Aujourd'hui, je vais parler de l'offre hostile de Jesperi Kotkaniemi. On a eu le résultat, le Canadien qui n'a pas en fait égalisé l'offre et qui a réglé son problème après en allant chercher Christian et de l'arrivée de Christian Dvorak. Mais avant de parler de ça, j'aimerais vous dire merci pour le support en fait. Merci de partager, de commenter et d'aimer le podcast. Et gênez-vous pas pour commenter. Je vois souvent, là, en fait, dans tous les podcasts que je fais, il n'y a jamais de commentaires. On dirait que ça vous gêne de parler, de me poser des questions. Gênez-vous pas. Je sais que des fois, dans les podcasts, je me répète. Là, le dernier podcast que j'ai fait, je me suis écouté, puis j'ai dit 3 fois la même affaire sur Jesperi Kotkaniemi. Je le sais. Je vais travailler là-dessus pour pas me répéter, et c'est ce que je vais faire de main de maître ce soir. Je vais parler de Kotkaniemi, de Dvorak sans du moins me répéter. Je sais que ça peut être plate pour l'auditeur qui écoute tout le temps, dire « Ouais, mais là, Simon dit tout le temps la même chose. » J'en suis conscient. Donc, ne gênez-vous pas, comme j'ai dit. Encore une fois, je me répète, mais gênez-vous pas pour commenter. Moi, j'aime ça prendre vos états d'âme sur tel ou tel sujet. Puis après ça, on peut s'obstiner un petit peu dans les commentaires. Puis c'est ce qui fait que c'est pour ça que je fais un podcast. C'est pour vous informer et pour donner mon opinion. Et j'aime le faire à chaque semaine pendant 30 minutes. Donc, ce soir, comme j'ai dit tantôt, je vais parler de Jesperi Kotkaniemi et de l'arrivée de Christian Dvorak. Et ce que j'en pense. Kotkaniemi est parti vers la Caroline. On l'a tous vu et on le sait tous, l'offre d'un an, 6,1 millions. Quand j'ai écouté le point de presse de Marc Bergevin, qui a été lundi, j'ai aimé. Moi, je fais le mardi, là, donc c'était hier. J'ai aimé quand il a dit c'est une offre démesurée. Il a été réaliste et il l'a dit lui-même. Et j'ai aimé ça, voir le directeur général dire ça. Parce que quand tu vois le DG dire ça, ça veut dire qu'il est sérieux dans ses ambitions quand Marc Bergevin dit ça. Et c'est pas seulement qu'il est sérieux, mais c'est le fait aussi que s'il dit que c'est une offre démesurée et que lui-même le voit, ça veut dire qu'imaginez comment nous, on le voit. Donc, tu sais, Marc Bergevin a fait un excellent travail pour régler ce dossier-là. Et comme il a dit, il y avait des avenues pour signer Kotkaniemi, ou du moins le garder, mais ça s'est avéré que ça a été long, là. Samedi, nous l'ont juste annoncé presque 15 minutes avant l'heure qui était 5h30. Moi, j'attendais toute la semaine comme un piochon chez nous pour voir. Samedi, j'étais en camping. Puis, j'ai attendu toute la journée pour voir que le Canadien m'annonce, parce que j'avais vu des rumeurs comme quoi il irait chercher Christian Dvorak puis qu'il égaliserait pas l'offre de Kotkaniemi. Et j'ai attendu jusqu'à 17h15 pour que finalement, on ait sur Twitter la confirmation. Le Canadien n'égalisera pas l'offre de Jesperi Kotkaniemi. Et quelques minutes après, on a eu la confirmation que Christian Dvorak s'en venait à Montréal. J'avais vu des rumeurs comme quoi que ça aurait pu arriver et ça l'a arrivé. Là, désolé, là, je reçois des messages. Le seul moment de la journée où mes amis ne doivent pas m'envoyer de message, c'est là, et c'est là qu'ils le font. Et ils auraient pu m'en envoyer il y a 1 heure. Ben non, c'est là qu'ils le font. Bon. Là, ça me déconcentre un peu, mais ce que je disais, c'est que dans le fond, Christian Dvorak est arrivé. La perte de Kotkaniemi, je pense que j'en ai en masse parlé. Là. Moi, le rôle de ce que je veux dire de Kotkaniemi, c'est que le rôle qu'il va jouer en Caroline, c'est que le directeur général Don Waddell des Hurricanes a dit qu'il allait commencer, du moins sa carrière en Caroline, à gauche. Il va jouer à gauche sur le 3e trio avec Jordan Staal. Les expériences de Jesperi Kotkaniemi à gauche à Montréal n'ont pas été un succès, n'ont pas été concluantes. À gauche, on dirait que Kotkaniemi est perdu. Il ne sait pas où donner de la tête. On dirait qu'il n'est pas capable de jouer à gauche. Et là, la Caroline veut le mettre à gauche. Bien hâte de voir comment Kotkaniemi va s'adapter.
C'est sûr que s'il jouait à gauche sur les 2 premiers trios à Montréal, il va arriver à gauche sur un 3e trio en Caroline, où il va juste avoir à garder son style de jeu, mais lance au filet Jesperi. J'ai bien hâte de voir où il va jouer à 6 millions en même temps. Tu peux pas faire jouer ça sur le 3e trio. Tu sais, je comprends que là, vous allez me dire, ouais, mais Jordan Staal joue sur le 3e trio en Caroline. C'est parce que Jordan Staal, c'est un vétéran. Il est là, puis c'est un centre de 3e trio, il est payé 6 millions. Mais Kotkaniemi, il n'a rien prouvé encore à 6 millions. Et c'est pourquoi c'est une offre démesurée, comme Marc Bergevin a dit. Et le rôle de Kotkaniemi à gauche, je pense que ça ne fonctionnera pas. Donc peut-être qu'on va mettre Staal à gauche éventuellement pendant l'année. L'an prochain, Kotkaniemi va retourner au centre. Mais je la comprends pas, puis je la comprendrai pas non plus. J'aimerais ça être un journaliste de la Caroline pour pouvoir poser des questions à Don Waddell de pourquoi les Hurricanes ont décidé de faire ça avec Kotkaniemi, mais ça n'arrivera pas, je pourrais pas le savoir. Donc, Kotkaniemi, 21 ans. Là, il y en a qui vont dire que c'est une question de développement du Canadien. Ils ont mal développé encore parce que le jeune a 21 ans et qu'il n'a pas réussi à percer à Montréal. Marc Bergevin le dit dans son point de presse que peut-être qu'il aurait dû le renvoyer à 18 ans en Finlande. Peut-être qu'aujourd'hui, on s'en parlerait même pas. En fait, on s'en parlerait même pas parce que Kotkaniemi serait signé encore pour 1 an parce qu'il aurait commencé en même temps que Nick Suzuki. Mais avec des peut-être, dans le monde du hockey, c'est pas des peut-être, c'est de la réalité. Et la réalité aujourd'hui, c'est que Jesperi Kotkaniemi est un membre des Hurricanes de Caroline. Supposons que le Canadien l'aurait renvoyé en Finlande. Peut-être que Kotkaniemi serait un joueur de 50-60 points, puis il serait premier centre du Canadien, puis il se bataillerait avec Nick Suzuki. On aurait 2 bons jeunes. Mais comme j'ai dit, avec des peut-être, c'est pas ça, c'est la réalité maintenant. Qui est parti à Raleigh, à Caroline du Nord. Je lui souhaite la meilleure des chances, même si je le sais qu'il n'écoutera pas mon podcast. Bon. Pour ce qui est maintenant de Christian Dvorak, c'est pas compliqué. Dans l'échange pas dans l'échange, mais l'offre hostile de Kotkaniemi qu'on n'a pas égalisé, on a eu des compensations. Et c'est pour ça qu'on dit un agent libre avec restriction ou avec compensation, parce qu'en bas de 26 ans ou 27 ans, il y a des compensations. Et la compensation qu'on a eue contre Jesperi Kotkaniemi, c'est un choix de première ronde en 2022 et un choix de 3e ronde en 2022. Avec ça, Marc Bergevin est allé chercher Christian Dvorak en Arizona, aux Coyotes de l'Arizona, qui, ma foi, font très pitié. Ils sont en train de vendre le club au complet. Ils vident tout. André Tourigny, il doit se poser de sérieuses questions, accepter un poste d'entraîneur-chef là-bas le 1er juillet dernier. C'est correct que tu es en reconstruction, mais là, tu vas juste avoir Clayton Keller et Phil Kessel dans ton équipe. À un moment donné, à l'attaque, tu as besoin de quelque chose. En tout cas, je ne suis pas là pour parler d'André Tourigny aujourd'hui. Je suis là pour parler de Christian Dvorak. En fait, la vraie transaction pour Christian Dvorak, c'est un choix de première ronde, celui des Hurricanes, et un choix de 2e ronde 2024 du Canadien. Bon, pour le choix de première ronde, il y a une compensation là, qui dit que si... en fait, c'est le meilleur des 2 choix entre celui du Canadien et des Hurricanes au prochain repêchage qui va s'en aller chez les Coyotes de l'Arizona. Si c'est un choix top 10, le Canadien va donner, par exemple, que le choix du Canadien est 9e et que le choix des Hurricanes est 15e, ben c'est le choix 15e qui va s'en aller en Arizona. Et si les 2 choix sont dans le top 10, c'est le choix le plus bas qui va aller en Arizona. Et le choix le plus haut va aller au Canadien. Ou je pense que c'est le contraire. Non, je pense que c'est vraiment le contraire. C'est le choix le plus haut va aller en Arizona et le choix le plus bas au Canadien. Donc, si par exemple, le Canadien a le 5e choix et que la Caroline le 10, le Canadien va garder le 10 et Arizona va avoir le 5e. Donc, c'est quand même bien fait pour les Coyotes, cette clause, mais pour le Canadien aussi, parce que si leur choix est dans le top 10, ils le gardent et que les Hurricanes vont probablement avoir un choix. C'est pour ça que Marc Bergevin a fait ça, parce qu'il sait que la Caroline va avoir probablement un choix plus bas que le Canadien, puisqu'ils sont meilleurs, ils devraient finir plus haut au classement. Quand j'ai vu l'acquisition d'un Christian Dvorak, je me suis dit, belle acquisition. Le Dvorak, c'est pas un gars, en se passant, ça se dit Dvorak. Pierrot va dire ça quand il va commenter les matchs. Dvorak, c'est pas un gars qui va... attendez-vous pas à ce qu'il fasse 70 points, 80 points par année. Là. C'est pas ça que je dis. Sauf que ce gars-là, pour moi, à l'heure où on se parle, le Canadien a le meilleur alignement
aujourd'hui qu'il en avait une samedi à midi. Parce que Kotkaniemi, c'est un gars de 35-40 points par année qui n'a pas fait ses preuves encore. Mais Dvorak, lui, vous allez me dire, ouais, mais Simon, il n'a pas fait 40 points encore dans la Ligue nationale. Je comprends ça. Sauf que Dvorak a 25 ans et joue avec les Coyotes de l'Arizona. Oui, il y a quand même, tu sais, il a eu des bons alliés. Il a quand même joué une année qu'avait Taylor Hall. Mais quand même, Dvorak, c'est un gars qui est en avant de Kotkaniemi sur son développement, en avant d'un Jake Evans, en avant d'un Payling, en avant de... Il arrive à Montréal, c'est le deuxième centre automatiquement. C'est un gars complet, 200 pieds. Pour moi, il est meilleur offensivement que Philippe Danault. Ce gars-là, là, Christian Dvorak, n'a jamais joué une saison complète parce que il a eu une grosse blessure il y a 2 ans qui a été limité à seulement 20 matchs dans sa saison où il y avait eu un total en 20 matchs de 7 points, dont 2 buts, 5 passes. Il n'a pas joué une saison complète depuis son arrivée dans la Ligue nationale, mais vous voyez, cette année, il a fait 31 points en 56 matchs. En 82 matchs, ça aurait fait quelque chose comme 45-50 points, donc il aurait eu sa meilleure saison en carrière. Pour moi, c'est un meilleur joueur que Philippe Danault. Oui, Danault, peut-être qu'il fait partie des top 5, top 10 des meilleurs centres, des centres les plus complets de la Ligue nationale, du côté défensif, offensif. Mais Dvorak, il y a toutes ces saisons dans la Ligue nationale qu'il a fait, il n'a jamais eu moins de 15 buts. Dans toutes les saisons qu'il a joué, il a toujours eu plus de 15 buts. Donc, un potentiel marqueur de 20 buts. Moi, là, je garantis que l'an prochain, Dvorak, avec les alliés qu'il va avoir, que ce soit Toffoli, Drouin, Hoffman, Anderson, Caulfield ou Gallagher, il va faire 20 buts. Il va faire au moins 50 points. Sa meilleure saison, c'est 38 points. En 2019-2020, 18 buts, 20 passes en 70 matchs. Encore une fois, il n'a pas terminé la saison. Donc peut-être qu'en 82, il y aurait eu quelque chose comme 45, 43 points. Sa saison de 20 points, il y avait une blessure. Il est allé jouer 2 matchs dans la AHL pour reconditionnement. Ça reste que ce gars-là va arriver à Montréal, va jouer en avantage numérique, en désavantage numérique. Dominique Duchamp va pouvoir l'utiliser dans toutes les situations de jeu. C'est pas un marqueur de but naturel, c'est pas un passeur naturel, c'est un gars qui fait ce qu'il a à faire, un gars fiable, qui va faire le travail. Puis, mais vous allez l'aimer parce que c'est un gars très sous-estimé dans la ligue. Il y a plusieurs joueurs qui ont dit que ce gars-là mais il l'est encore, du moins sous-estimé. Il a joué avec les Knights de London dans la OHL où il a fait ses 2 dernières saisons 109 points, 121 points. Dans ces saisons-là, il a joué avec Mitch Marner et je cherche l'autre nom, là. Mitch Marner, Matthew Tkachuk, c'est ça. Puis il a gagné la Coupe la Coupe du Président, la Coupe à la Ligue de l'Ontario et la Coupe Memorial cette année-là avec Dale Hunter comme entraîneur-chef. Max Jones était là, Victor Mété, Oli Olivi, des noms connus, Evan Bouchard, Robert Thomas. Il y avait une belle équipe cette année-là. Donc Christian Dvorak sait comment gagner, du moins dans le junior. En série, dans ce qui résume des séries de Christian Dvorak, il a seulement joué 9 matchs en série, accumulant 3 points. C'était l'an passé avec les Coyotes. Oui, l'an passé, les Coyotes ont fait les séries. C'est quand même impressionnant. Donc en série, on le connaît pas trop. On sait pas ce qu'il va donner. C'est comme je vous dis, on l'a vu. 9 matchs, 3 points avec les Coyotes dans une équipe comme le Canadien. J'ai hâte de voir en série ce qu'il donne. Est-ce que ce gars-là, je parlais de Philippe Danault tantôt, je l'aime plus que Philippe Danault parce que je pense qu'il est meilleur offensivement que Philippe Danault. Mais est-ce que c'est le genre de gars qu'on va voir effacer pendant 10-15 matchs comme Philippe Danault? Je le souhaite pas. Je souhaite que ce soit le gars que même si il fait pas de points, on le voit pareil sur la feuille. Il est mis au jeu gagné défensivement, malgré que Philippe Danault faisait ça aussi, mais on dirait que Christian Dvorak m'inspire plus confiance, 6 pieds, 195 livres, que Philippe Danault. Il y a quelque chose en lui, Dvorak. Vous irez voir des vidéos, il y a des mains, comme j'ai dit, il a marqué 15 buts et plus à toutes les années. C'est pas... tu sais, je veux dire, Danault, là, ses statistiques, c'était pas fameux là, du côté des buts. Puis, moi, ceux qui me disent que Dvorak vient pour remplacer Danault, je suis pas d'accord. Dvorak vient pour remplacer
pas pour remplacer, pour combler un vide qui était, avec le départ de Kotkaniemi, éventuel, un vide au centre du deuxième trio. C'est pas pour remplacer personne qui vient là, parce que personne ne va pouvoir remplacer ce que Dano faisait, et personne ne va pouvoir remplacer la production un jour que Kotkaniemi va faire. Tu sais, Dano, Dvorak a 25, Dano a 28 ans. Donc, on sauve 3 ans là-dessus. Et Dano a jamais fait 15 buts dans la Ligue nationale. Sa meilleure saison, 53 points, 12 buts, 41 passes. Et c'est bon, 53 points. 47 et 24. 40 points. Dano était peut-être un meilleur joueur du côté des points, mais comme je dis, il jouait à Montréal avec Tatar et Gallagher. En Arizona, Dvorak n'a pas eu des bons ailiers comme ça, à part une fois Taylor Hall. Même à ça, je pense qu'il jouait sur le deuxième trio parce que c'était Schmaltz et Kessel sur le premier en Arizona. Donc, et Dano est plus, et comme j'ai dit, est plus vieux que Dvorak. Donc, Dvorak, 25 ans, la même âge que Drouin, la même âge que... donc, c'est pas mal. C'est pas le même style de joueur du tout. Mais ce gars-là, à 4 millions, je pense que c'est 4,5, le même salaire que Hoffman, que Toffoli. Pour les 4 prochaines saisons, aucunement ce gars-là va te faire mal. Aucunement. Je trouve que c'est une aubaine. Il avait signé un contrat de 6 ans, 4,5 millions, il y a 2 ans avec les Coyotes. Je sais pas, mais tu sais, là, je peux vous comprendre si vous dites, ouais, mais s'il était aussi bon, tu le dis, ou aussi fiable, pourquoi les Coyotes l'ont changé? Parce que les Coyotes sont en train de vider leur club complètement. Ils ont 2 gardiens qui ne sont même pas des gardiens de calibre de Ligue nationale, juste pour vous dire. Donc, oui, bien hâte de voir Christian Dvorak, ce qu'il va amener. Et là, ce qui m'amène à refaire un petit peu mon alignement, parce que je l'avais fait la semaine passée. Kotkaniemi était là, mais on ne savait pas que Dvorak allait venir. Je pense qu'il va avoir Marc Bergevin dans son point de presse. Désolé, j'ai peut-être soufflé un peu fort. On lui a demandé en conférence de presse s'il y avait quelque chose d'autre qui s'en venait. Il vous a dit, je sais que il a dit aux journalistes, je sais que vous aimez les surprises. OK, Marc, est-ce que ça veut dire que tu nous réserves quelque chose, que ce soit... Moi, je pense pas, comme je vous ai dit, que Jack Eichel va venir à Montréal, mais est-ce qu'un gars comme Sean Monahan ou Thomas Hurtel pourrait venir à Montréal, ou là, on va descendre un Christian Dvorak sur le 3e trio? Je pense pas. Là. Je veux dire, on est allé chercher Dvorak. On s'attend à ce qu'Evan soit le 3e centre. Poehling se batte pour le 4e avec Paquette et même peut-être Mathieu Perreault qui peut jouer au centre et à l'aile. Je ne sais pas ce que Bergevin pourrait faire. Peut-être améliorer son top 4 à la défense ou aller chercher un gars de 4e trio, 3e trio. Parce que moi, quand je regarde cet alignement-là, oui, il manquerait un centre vétéran, sûr et certain. Là. Suzuki, 21 ans. Dvorak, 25. Evans, 26. Mais c'est pas le fait qu'il ait 26 ans qui est vieux. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience, Jake Evans, dans la Ligue nationale. Et Ryan Poehling, qui en a 22 ou 23, puis qui n'a pas beaucoup d'expérience non plus dans la Ligue nationale, qui a joué la plupart de sa carrière avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine. Donc, je verrais peut-être, tu sais, ça ne sera pas une méga transaction, ça va peut-être être un joueur de centre vétéran, ou du moins quelqu'un qui est invité au camp d'entraînement, un PTO, comme on appelle, un essai professionnel, peut-être un Tyler Bozak, que j'ai parlé à maintes et maintes reprises. Ce genre de joueur-là, ou Sami Vatanen en défense, Ryan Donato, un autre centre qui pourrait avoir un essai professionnel. Ce genre de joueur-là, un peu amener un leadership comme Corey Perry le faisait l'an passé, malgré que Corey Perry est dur à remplacer parce qu'il a gagné des Coupes Stanley, il est allé en finale, on sait ce que Corey Perry apporte dans un vestiaire et ce qu'il a fait, donc ça m'oblige à... cette arrivée de Christian Dvorak m'oblige à refaire mon alignement, malgré que ce ne sera pas bien compliqué. Là. Ça va être encore Toffoli, Suzuki, Caulfield. Malgré que, avec tous les ailiers qu'on a, toutes les possibilités de trio que Dominique Ducharme va avoir, peut-être que tu vas arriver un soir que ça va être Toffoli, Suzuki, Caulfield, mais que le soir d'après, Caulfield va jouer avec Drouin, puis Dvorak, ou que Suzuki va jouer avec Gallagher et Toffoli. Ça va dépendre contre qui tu joues, contre quelle équipe, contre quel joueur, contre comment tes joueurs
vont dans la soirée, comment est leur match en fait. Il faut souvent que tu y ailles comme ça, tu mettras. Des fois, tu vas arriver dans un match, tu vas dire ah, mais là, Toffoli, c'est notre meilleur buteur, je vais mettre Toffoli. Mais si Toffoli ne file pas à soir, ça ne tente pas de jouer, mais que tu vois qu'un gars comme Hoffman t'en donne, puis Henderson t'en donne, ben, tu peux t'en donner un beau cadeau, puis mettre Suzuki avec Hoffman et Henderson. Mais moi, ce que j'aime de cet alignement-là, c'est qu'il y a beaucoup de profondeur sur les ailes. Sauf que je regardais ça, je me suis dit, Toffoli, c'est un marqueur. Caulfield, c'est un marqueur. Hoffman, c'est un marqueur. Gallagher, capable de marquer des buts. Henderson. Qui va faire les passes là-dessus? On a Drouin, on a Suzuki, qui sont, selon moi, les deux meilleurs passeurs de l'équipe. Donc, est-ce qu'il faut... L'an passé, on a vu, pas l'an passé, il y a 2 ans en série contre les Flyers et les Pingouins, où qu'il y a eu la ronde de qualification à Toronto et tout, on avait vu Drouin et Suzuki connaître du succès ensemble. Mais là, si tu vois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Cole Caulfield n'a jamais joué en même temps que Jonathan Drouin, parce que quand Caulfield est arrivé, Drouin était parti pour des problèmes qu'on va éventuellement savoir, je suis convaincu. Ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est ça. Il ne faut pas oublier que Caulfield n'a jamais joué avec Drouin et qu'on ne sait pas ce que ça fait de voir ces deux-là ensemble. Donc, si tu vois le meilleur passeur de l'équipe, que ce soit Nick Suzuki ou Jonathan Drouin qui joue avec Cole Caulfield, moi, je pense fortement que ça va être Toffoli, Suzuki, Caulfield. Tout le monde les place ces trois-là ensemble. Caulfield, qui est un marqueur, on sait tout ce qu'il peut faire. Suzuki, fabricant de jeu magnifique, marque des buts, fait des passes. Toffoli, capable de faire des passes. Je pense que vous connaissez tous un petit peu les joueurs. Deuxième trio, Drouin, Dvorak, Anderson et Drouin, c'est les deux meilleurs. Du moins, Drouin, il a l'air, à ce que je sais, de bien s'entendre avec Anderson. Ça a l'air d'être son meilleur ami dans le vestiaire. Dvorak va venir avec Anderson, avec qui il a joué avec les Knights de London, puis il va se rendre compte que Drouin, c'est tout un passeur, un gars qui a de la vitesse, qui a un bon lancer. Oui, Drouin a un bon lancer, mais c'est un gars qui fait des bonnes passes, qui a de la vitesse, qui a une bonne vision de jeu. Donc, Dvorak va aimer ça, jouer avec un gars comme Drouin. Mais en même temps, est-ce que tu serais mieux de mettre Drouin avec un Caulfield ou peut-être même un Gallagher qui va aller se placer en avant du filet? Puis, Drouin joue en périphérie. Il n'ira pas en avant du filet bloquer des tirs, puis il ne va pas dans le coin chercher la rondelle. Mais c'est un gars, par exemple, qui en périphérie est excellent, Jonathan Drouin, quand il y a la rondelle et quand il y a la place. Donc, est-ce que tu serais mieux de le mettre avec un Gallagher qui va se poster en avant du filet, faire dévier des lancers, malgré qu'Anderson aussi, il va en avant du filet, et même Anderson, il n'ira pas se placer directement face à la rondelle comme Gallagher le fait. Il va se mettre de côté pour faire dévier le lancer. Anderson, en avant du gardien de but, il prend de la place. Sauf que, où je voulais en venir, c'est que Anderson va aller la chercher dans le coin pour Drouin. Gallagher va y aller, malgré que dans le coin, Gallagher est un peu... mais est-ce que ça te prendrait un marqueur de but naturel? Donc, il y a beaucoup de possibilités de trio. Tu peux mettre Drouin, Suzuki, Caulfield, les deux meilleurs avec Caulfield, ou tu peux mettre Drouin, Dvorak, Toffoli. Là, tu sais que Toffoli est capable de marquer des buts. Tu as Drouin qui fait des passes. Tu as Dvorak, le gars plus défensif, qui n'est pas obligé de Drouin de backer. Je pense que la meilleure option pour Jonathan Drouin, c'est d'avoir un centre comme Christian Dvorak. S'ils s'entendent bien, ces deux-là, ça pourrait faire un bon duo. Peut-être même un bon trio avec Anderson, parce que Anderson irait chercher la rondelle dans le coin pour Drouin. Dvorak irait backer pour pas que Drouin y aille à la place, parce qu'on sait que Drouin, c'est plate, hein, mais il ira pas backer. Puis un joueur comme ça, là, j'ai l'impression que tu lui donnes ce qu'il veut, puis il va faire la job qu'il a à faire. Tu sais, Drouin, là, demande-y pas d'aller backer, il ira pas. Demande-y pas d'aller en avant du but, il ira pas. Demande-y de jouer en périphérie, puis faire des lancers dans le haut du filet, puis il va te le faire. Puis un gars ultra rapide qui va être capable de passer les défensives adverses, ça, c'est Jonathan Drouin. Je pense qu'on sait tout ce qu'il peut amener, puis cette année, ça va être une année extraordinaire pour lui, parce qu'il va être de retour de des problèmes qu'il a réglés, que je vous dirai pas c'est quoi, parce que vous avez pas à le savoir. Il a réglé ses problèmes. Il est à 100% physiquement et mentalement. Et je serais pas surpris si Jonathan Drouin ferait 60 points cette saison. Et la raison est que on a deux bons centres et on a des ailiers.
Il y a des années, depuis que Drouin est arrivé à Montréal, il y a des années qu'il était premier ailier, qu'il n'y avait aucun ailier pour jouer avec, qu'il n'y avait pas de centre trop pour jouer avec. Tandis que là, il y a un centre, Dvorak, un centre complet. Il n'est pas un marqueur, c'est pas un passeur, c'est un gars, comme j'ai dit tantôt, qui fait son travail, puis qui il n'y a pas de spécialité comme, quand je veux dire spécialité, c'est Caulfield marquer des buts. Drouin, sa vitesse. Dvorak n'a pas de spécialité comme ça. C'est un joueur complet. Et j'ai l'impression que Jonathan Drouin, cette année, comme j'ai dit, à cause de tout ça, à cause qu'il va être bien entouré, mieux entouré, et plus de gars à qui faire des passes. Toffoli, Caulfield, même Anderson, Gallagher, Hoffman en avantage numérique. Ça va être beau. Tu mets Drouin. Il ne faudra pas que tu mettes Drouin et Suzuki sur la même parce que les deux vont faire des passes. Donc, tu mets Suzuki avec, par exemple, Caulfield et Toffoli. Sur l'autre, tu mets Drouin avec Hoffman et Dvorak, par exemple. Donc, ça va être dangereux. Là. On va avoir une belle alignement. Du côté de la défense aussi, il n'y a pas eu de changement. Est-ce que j'aimerais voir du changement de défense? Non, parce que comme j'ai dit dans le dernier podcast, je pense que David Savard peut du moins remplacer. Il ne remplacera pas chez Weber, mais dans son style de jeu, il est capable de le faire, un gars qui plaque et qui est physique. Mais en avantage numérique, non pas en avantage numérique, excusez, à défense, j'aimerais ça peut-être voir un défenseur mobile, et je pense que je suis pas le seul qui dit ça, parce que Sherrod, on s'entend que c'est pas le défenseur le plus mobile, malgré que des fois il me surprend un petit peu, là, il me sort des affaires que je m'attendais pas. Petrie, c'est le défenseur, on sait tous un petit peu, qui aime appuyer l'attaque, mais c'est pas le défenseur qui va faire une première passe, qui va te sortir la rondelle de la zone. Des fois, on le voit faire de très belles passes, mais c'est rare qu'on le voit. Puis Petrie, quand il y a des bonnes séquences, il y a des bonnes séquences. Mais quand on le voit pas pendant un bout. Edmundson fait son travail, on n'a rien à y reprocher, mais c'est pas le gars qui va te sortir la rondelle de la zone puis il va te lober ça dans le haut, un petit peu comme Eric Carlson l'a déjà fait à Ottawa, là, une passe que vous irez voir. Je me suis pensé à Jean-Gabriel Pajot il y a quelques années. Puis... le seul qui a le potentiel de faire ça, c'est Wideman et Brett Kulak. Moi, Brett Kulak, là, c'est un défenseur que j'ai toujours apprécié. Il y en a qui vont rire de moi, peut-être, là. Mais Brett Kulak, non, j'aime sa mobilité de Brett Kulak. J'aime les passes aussi qu'il fait. Il y a quelque chose dans sa game que j'aime, Brett Kulak. Et si j'étais DG, moi, j'irais le chercher dans toutes les équipes que j'aurais. Là, je lui donnerais un beau contrat d'1 million pour 7 ans, puis il accepterait. Mais il y a quelque chose en lui, Brett Kulak, une aura, je sais pas, Evan Bergevin l'a vu, tu sais, j'ai aussi la même chose, ou du moins j'ai vu la même chose que Marc Bergevin, parce que Kulak, c'est, en tout cas, moi, de ce que je vois de lui, c'est qu'il fait un bon travail. En série, on l'a fait jouer en série, il y a eu de bonnes séries, c'est pas... Moi, quand je parle de Kulak, puis je dis qu'il y a eu des bonnes séries, c'est pas niveau points, parce que Kulak, faut pas que tu regardes les points du tout. Faut que tu regardes ce qu'il fait défensivement, il sort la rondelle de la zone, puis Kulak, c'est le genre de défenseur-là qui serait capable de relancer l'attaque avec un petit peu plus de talent. Tu sais, c'est un défenseur top 6, je veux dire, c'est un 5-6e défenseur. Kulak, on aurait aimé ça d'en avoir un, mais peut-être top 4, top 2, tu sais. Edmundson serait peut-être capable d'être comme un Kulak, mais non, Kulak, c'est un défenseur fiable, et moi, je vois une troisième paire, Kulak-Wideman, Romanov-Wideman ou Romanov-Kulak. Wideman ne jouera pas les 82 matchs. Et pour ce qui est un retour à l'attaque, c'est parce que là, ça me passe dans la tête, là, Mathieu Perreault, quel rôle va-t-il avoir? Parce que à gauche, on a Drouin, Hoffman, Toffoli. Du moins que Toffoli capable de jouer à gauche, là. Et Lekonen qui est là, Byron. Là, Byron va être blessé pour commencer la saison. Mais Lekonen va jouer à gauche du 4e. Lekonen, c'est le 4e trio. Enfin, il était temps. Mais là, si tu mets Paquette, selon moi, va être le centre de 4e trio avec qui? Joël Armia sur le 4, parce qu'à droite, t'as Caulfield, Anderson, Gallagher. Toffoli peut faire les deux, gauche et droite. Et là, tu aurais Armia à 3,5 millions de dollars qui pour jouer sur le 4e trio. Moi, sur le 4e trio, si c'était pas de Lekonen, ça serait Perreault, Paquette et Armia.
qui serait sur le quatrième trio. Ça serait un très bon trio, là. Tu sais, Perrault, un gars qui a de la vitesse, une bonne vision, quand même. Tu sais, pour un gars de quatrième trio, puis un vétéran. Il peut jouer au centre aussi, Perrault. Donc, s'il y a une blessure au centre, ben en fait, je dis que je verrais Cédric Paquette au centre du quatrième trio. Dans un monde idéal, ça serait Ryan Poehling, mon centre de quatrième trio. Est-ce que Paquette va jouer 82 matchs? Je ne pense pas, mais Paquette peut jouer à gauche aussi. Et Lekonen, selon moi, ne sera pas là quand la saison va commencer. Parce que là, si tu mets Paquette à gauche, que tu mets Poehling au centre, ou que tu mets Paquette au centre, Perrault à gauche aussi, tu sais, il y a Perrault, Paquette, Poehling vont se disputer un poste pour le même poste, que ce soit l'aile gauche du 4 ou au centre du quatrième trio, on va avoir 2 postes pour 3 gars. Donc, il y en a un là-dedans qui ne jouera pas tous les matchs. Et peut-être qu'ils vont rotationner, comme j'ai dit, ça dépend contre quel adversaire il joue, contre quel joueur il joue, quel genre de système de jeu ils vont affronter. Donc, bien hâte de voir comment Dominique Ducharme va manier ses trios, va manier ces gars-là, qui, j'espère, ne seront pas des Michael Frolik qu'on est allé chercher et qui a joué quoi? Un match avec le Canadien, ou si c'est même 0 match, Michael Frolik, parce qu'on s'entend-tu que le temps, il est long pas mal quand t'es pogné dans les estrades et que surtout que t'as signé un contrat, puis que tu joues jamais. Tu sais, pour ce qui est de Michael Frolik, qui a joué 8 matchs avec le Canadien, je me rappelais plus de ça, 8 matchs, c'est vrai, avant les séries, il a joué 8 matchs. Tu sais, le gars a signé un contrat d'1 an avant de commencer l'année, puis il joue seulement 8 matchs avec le Canadien. C'est le reste du temps. Je comprends à un moment donné qu'il faut que tu sois un bon vétéran, que tu t'entraînes avec l'équipe et que tu parles pas, mais 33 ans, tu te dis c'est peut-être les derniers coups de patin que je donne de ma carrière. Je sais pas où ça va m'amener. T'aimerais ça savoir, rendu à 33 ans, que tu joueras plus, ou du moins que tu n'es plus de calibre de la Ligue nationale. Parce que Frolik, 8 matchs, il n'en a pas profité. Mais tu sais, il jouait sur le quatrième trio, puis j'espère que du moins Poehling ne sera pas comme ça, parce que Marc Bergevin, ce qu'il avait l'air à dire dans son point de presse, c'est que Ryan Poehling, il a cité le nom de Ryan Poehling. Donc moi, qu'un directeur général cite le nom de Ryan Poehling, c'est parce que pour lui, Ryan Poehling est important et il est encore dans les plans de l'équipe. Et c'est le fun de voir que ce gars-là, Ryan Poehling, à 23 ans, est encore dans les plans de l'équipe, parce qu'il ne faut pas jeter la serviette avec ce gars-là qui est un choix de première ronde. Et là, s'il fallait que Ryan Poehling parte du Canadien, ça serait, les gens là en reviendraient pas, parce qu'ils diraient un autre choix de première ronde qu'on a perdu. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais, avant de terminer, juste dire, avant de terminer sur le cas de Ryan Poehling, 25 points en 28 matchs à Laval, 2 en 27 à Montréal avant ça, 13 en 36. Donc, en faisant 25 points en 28 matchs à Laval, c'est pas la même chose. 28, là, il y a 22 ans passant, il est encore jeune à 22 ans. Imaginez-vous, c'est pas le temps de lancer la serviette du tout avec Ryan Poehling, qui, dans ma tête, peut encore être un centre de troisième trio. Et Marc Bergevin, comme j'ai dit, l'a cité donc pour lui, il est encore dans les plans de l'équipe et il est important. Et là, son père, Ryan Poehling, il y a des gens qui vont chialer sur le développement, arrêter. Je le sais que si vous regardez les choix qui sont là depuis que Marc Bergevin est arrivé 2012, Galchenyuk est plus là, 2013. En 2013, c'était Michael McCarron, et puis là, 2014, Charbak, et puis là, 2015, le repêchage de McDavid des Oilers. Les Canadiens ont pris, ça me vient pas, en 2015, Noah Jolson, ça me vient, mais voilà, n'est plus là. 2016, Sergachev. On a eu Drouin, donc on peut dire que, tu sais, c'est non, Sergachev n'est plus là, mais au moins on a eu un retour. 2017, c'est là que Ryan Poehling a été repêché. Il est là, on va prendre notre temps avec. Jusqu'à quand? Là, je vous comprends, mais jusqu'à quand on va prendre notre temps? Il va arriver à 26 ans. Poehling est encore jeune et il y en a pour qui le développement est un petit peu plus long. Il y a des gars, là, tu sais, Kotkaniemi, là, me fait penser un petit peu au cas de Dylan Strome, quand il était avec les Coyotes de l'Arizona. Dylan Strome, ça a été long avant qu'il se développe et qu'il commence à devenir un joueur d'impact. Il est arrivé à Chicago, bang, 60 points, il a explosé. Et depuis ce temps-là, ben, il est sur les 2 premiers trios à Chicago, Dylan Strome. Donc, ça pourrait être la même chose avec Kotkaniemi. Et éventuellement, si on laisse la chance à Ryan Poehling
à Montréal. Si on laisse la chance, cette année, il va avoir toutes les chances au monde de faire ses preuves. Et c'est à lui d'en profiter, Ryan Poehling. Rendu là, après, s'il n'en profite pas, c'est lui le pire. C'est comme des jeunes qu'on leur a laissé en masse de chances qui n'en ont pas profité. Nikita Sherbak, on y en avait laissé des chances et il n'en a pas profité. Et notre choix de première ronde 2018 est parti. 2019, Caulfield. Ça me surprend qu'il parte un jour. Donc, arrêtez de blâmer le développement parce qu'il y a des gars qu'on a repêchés en 2e, 3e, 4e, jusqu'à 7e ronde qui sont là dans l'équipe. Primo, 7e ronde va être notre premier gardien d'ici peut-être 5 ans. Mais éventuellement, il va être 2e à Montréal derrière Price. On a Jesse Lonen, qu'on a eu en 2e ronde dans le même repêchage que Kotkaniemi, qui est à Laval, un très bon espoir. Jordan Harris, c'est pas un choix de première ronde, c'est un choix de 3e ronde. Jalen Struble, 2e ronde. Il y a des bons joueurs qui s'en viennent. Et c'est pas nécessairement des choix de première ronde. Et moi, j'aime presque mieux voir un recruteur qui est capable de nous trouver des belles surprises en fond de repêchage. Oui, c'est le fun d'avoir un choix de première ronde qui fait la Ligue nationale puis qui reste avec ton équipe pendant 10 ans. Mais les autres choix sont aussi importants parce que si tu es capable d'aller chercher une surprise en 4e ronde, puis ce gars-là se développe un petit peu comme Victor Mété, qu'on est allé chercher en 4e ronde, et finalement, on se rend compte que c'est un défenseur de la Ligue nationale à 20 ans, ben c'est bon parce que, 4e ronde, ça veut dire que tu as pris ce gars-là parmi toutes les équipes qui auraient pu le prendre. Tu sais, quand tu es en première ronde, tu fais partie des 32 meilleurs. Donc, tu y vas avec ce que tu as vu de lui des 2 dernières saisons. Par exemple, que le gars jouait junior à 18 ans, ben tu y vas avec ce qu'il a fait junior. Mais si tu arrives en 4e ronde, ou que là, il y a les 32 équipes ont passé 3 fois leur tour sur ce gars-là, et toi, tu as dit, va prendre une chance avec. Quand il aurait pu le prendre avant, toutes les équipes auraient pu le prendre au moins 3 fois avant. Ben, et là, tu le prends et ça devient comme ça. Tu sais, moi, quand je vois Brendan Gallagher, 5e ronde, tout le monde aurait pu le prendre. Puis personne ne l'a pris. Le Canadien le prend en 5e ronde en 2011 ou en 2010. Non, c'est en 2011, Brendan Gallagher. Mais, tu sais, ça fait partie du développement. Tu sais, Gallagher, il aurait pu le prendre en 5e ronde et ça aurait été un fuck-all qu'on ne connaît pas. Mais ils l'ont développé, ils ont pris leur temps avec. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre plus leur temps avec des choix hâtifs plus loin. Parce qu'ils vont se dire, il est moins haut, fait qu'on va attendre qu'il se développe. C'est un projet. Puis souvent, le choix de première ronde, mais tu veux, surtout à Montréal, quand c'est un choix de première ronde qui est dans le top 15, ça dépend où il a joué, mais plus dans le top 10, parce que Caulfield, on avait hâte de le voir, mais on savait qu'il était dans les programmes américains. Mais par exemple, tu as un choix dans le top 10 à Montréal, les partisans, ils ont hâte de le voir jouer. Donc, on dirait que tu es un peu pressé pour peser sa gâchette, dire, hey, on veut le voir jouer, fait qu'on va l'amener tout de suite. On pourrait-tu prendre notre temps avec un jeune? Encore une fois, là, Poehling est là. On va prendre notre temps avec. Et là, ben, ce qui va arriver si on ne prend pas notre temps avec Ryan Poehling, ça pourrait être la même chose que Kotkaniemi. Il pourrait arriver, changer d'équipe et exploser. Et là, la même chose, je dis pas la même chose parce que Kotkaniemi va exploser, mais la même chose parce qu'il pourrait quitter l'équipe. Et selon moi, ben oui, Kotkaniemi va pouvoir exploser. Et sur ce, n'oubliez pas, et c'est important, de partager, de commenter, d'aimer le podcast. Je sais qu'il y en a qui sont tout le temps là. Il y a toujours Vincent, il y a toujours, bien sûr, mes acolytes Antoine et Olivier qui sont là, mais j'ai besoin de plus de gens. Je veux, et je le sais que peut-être que je suis pas à mon meilleur encore, là, mais il y a des belles choses qui s'en viennent. N'oubliez pas, il y a des belles choses qui s'en viennent. Et pour ça, j'ai besoin d'une communauté tissé, serré, qui est là à tous les podcasts. J'ai besoin de plus de gens qui regardent. J'essaie de faire mon chemin dans ce milieu-là. Et j'ai l'impression que ce soir, ce fut un bon podcast. Et si je me suis encore répété, ben, ça fait partie de ça. Je vais le réécouter de toute manière. Donc, merci d'avoir été là. Commentez. Comme j'ai dit, c'est important. Je le répète ça, je peux le répéter. Commentez, partagez, aimez. Commentez, partagez, aimez. Commentez, partagez, aimez. Je veux me faire connaître le plus possible. Donc, merci. C'était le coach pour le bureau du coach. À la prochaine.